Si je vous disais, imaginez le plus beau des paysages montagneux en plein automne et dessinez-le. Je suis persuadé que peu importe vos compétences en dessin, vous sauriez un peu comment vous y prendre. Et si je vous disais maintenant, imaginez ce même beau paysage montagneux, toujours en automne, et composez-moi une petite pièce pour piano, pour que moi aussi je puisse me l'imaginer. Là, j'ai l'impression que même ceux parmi vous qui avez une forte formation en musique, vous vous demanderiez par où commencer. Et pourtant, pour certains compositeurs, comme Rodolphe Mathieu, qui est d'ailleurs originaire d'où nous sommes aujourd'hui, à Grondines, le paysage a une grande valeur patrimoniale et conséquemment, ce devrait être une inspiration principale quand vient le temps de composer la musique du pays. Une musique qui nous distingue. Parce que si c'est vrai que nos paysages nous signalent à l'étranger et que la musique peut, aussi abstraite soit-elle, nous permettre d'illustrer un tant soit peu la nature qui nous entoure, par une simple règle de 3, Mathieu devrait avoir raison. Mais peu importe que cette équation-là fonctionne ou pas, nous, on ne pouvait pas ne pas nous intéresser à la question. Parce qu'une montagne qui joue du piano, ça fait une belle topophonie. Le terroir a toujours été une inspiration fertile pour les grands artistes d'ici et l'incidence que ça a pu avoir sur notre identité culturelle se perçoit très bien. Le roman du terroir, par exemple, est au cœur de l'émergence de nos lettres nationales avec Maria Chapdelaine, Menot Maître Draveur, Un homme et son péché. En peinture, il y a quelques-uns des plus grands artistes comme Cornelius Gregoff, par exemple, qui ont bâti un succès d'estime en utilisant les couleurs de notre décor et comme ça, ont mis sur pied des écoles et des mouvements nationaux. Mais en musique, peut-être parce que la transposition est plus difficile, les compositeurs se sont souvent tournés vers le folklore. Mais aux yeux ou aux oreilles de Rodolphe Mathieu et des autres compositeurs qui vivotaient autour, les références au folklore au mieux nous embrouillent, considérant nos racines sont à la fois bretonnes, normandes, irlandaises, écossaises, jerseyaises, autochtones, ou au pire, ça dilue même l'identité qu'on a réussi à se tricoter à travers tout ça. C'est donc pour embrasser les évocations de la nature du pays de Mathieu qu'on a donné rendez-vous ici à l'une des rares personnes qui s'évertue à garder vivante la mémoire de la musique de ce compositeur d'exception, le pianiste Ghislain Dubé, sur une parcelle de terre qui pourrait être en quelque sorte le dos central de la partition que lui était Grondines, une partition qui s'étend depuis les graves de la profondeur du fleuve jusqu'au suraigu des sommets laurentiens. Mais avant de se mettre ça dans l'oreille, question de mieux se situer dans le tableau, je nous propose d'admirer le paysage qu'a à nous dresser notre historienne en résidence, l'indispensable Catherine Ferland. Issu d'une famille terrienne de Grondines, Rodolphe Mathieu naît le 10 juillet 1890. Après des études de piano à l'école du village, il quitte la campagne à l'âge de 16 ans pour s'installer avec sa famille à Montréal. Là-bas, il s'initie à la théorie et à la composition et découvre la musique du compositeur russe Alexandre Scriabine. Dès l'année suivante, il enseigne à son tour le piano, le solfège, l'harmonie et le contrepoint, notamment aux futurs grands compositeurs que seront Jean Dansereau, Wilfrid Pelletier, Ruth Price et Auguste Descaries. Très actif dans le milieu artistique, il est fort apprécié de ses pairs, si bien qu'il part pour Paris en 1920 grâce à une bourse recueillie par ses amis. À la Schola Cantorum de Paris, il étudiera auprès de Vincent d'Indy et de Louis Aubert. Premier compositeur à se mériter une bourse du gouvernement du Québec, il prolonge même son séjour en France jusqu'en 1927. Quelques-unes de ses compositions commencent d'ailleurs à circuler en France, en Angleterre et ailleurs en Europe, notamment au prestigieux Concert Lamoureux à Paris. De retour à Montréal, il écrit encore quelques œuvres, se remet aussi à l'enseignement. Il aura entre autres comme élève Raymond Lévesque, mais il se consacrera dorénavant quasi entièrement qu'à la carrière de son fils André, le petit Mozart québécois, jusqu'à sa mort en 1962. Ce n'est malheureusement qu'après coup que sa musique commencera à être entendue au Québec et que son rôle de précurseur d'une nouvelle musique nationale fera surface. Entre fleuve et montagne, je sais pas, il y a une couleur au paysage ici qui est reconnaissable. Là. Les basses-terres du Saint-Laurent en général, mais surtout la Rive-Nord, c'est...
Catherine, on aborde aujourd'hui la notion du paysage et évidemment, c'est une notion qui est très, très vaste. Du point de vue d'une historienne, qu'est-ce que c'est que le paysage et surtout, quelle incidence ça peut avoir, par exemple, sur la culture? En fait, Nicolas, c'est intéressant parce que quand on parle de paysage, souvent, la première idée qu'on a, c'est la nature elle-même. Hein. Mais il y a une belle notion, une très, très belle notion qui s'appelle celle du paysage culturel. Et là, ça, c'est quelque chose qui a été développé, théorisé par l'UNESCO. On est dans l'interaction entre le paysage, oui, la nature, mais le regard humain qu'on va poser sur cette nature-là. L'interaction humaine-nature va vraiment créer ce qu'on appelle le paysage culturel. Et ça va définir la façon dont on va poser le regard tout autour de soi. On ne regardera pas de la même façon un champ comme ici, comme on regarderait une montagne, comme on regarderait un cours d'eau, par exemple. Donc, tout ça va vraiment structurer aussi la façon dont on va parler de paysage culturel dans son imbrication avec la culture elle-même. OK. Moi, quand j'entends ces interactions-là entre l'humain et le paysage, évidemment, il y a une notion de folklore qui me vient en tête, d'autant plus si on aborde le côté historique. Rodolphe Mathieu a pris le parti du paysage dans sa musique, ce qui n'est pas nécessairement évident de mettre en musique la montagne, de mettre en musique les phénomènes naturels. Pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas tout simplement tourné vers le folklore? En fait, c'est intéressant parce que Rodolphe Mathieu est un peu à contre-courant, oui, de ce qui se fait à cette époque-là. On est au début du 20e siècle. On est dans une mouvance là, vraiment de retour vers le folklore, d'intérêt pour ce qu'on appelle la culture canadienne-française. Mais dans canadienne-française, il faut entendre beaucoup le mot français parce que, justement, il y a toute cette mouvance d'artistes, de musiciens, de peintres, d'écrivains qui vont en Europe, qui vont faire une sorte de pèlerinage en France pour s'imbiber de culture. Et ils reviennent de là tout à fait motivés, mais aussi un peu condescendants, je dirais, envers le fond de terroir canadien-français. Et on va poser un regard un petit peu différent à ce moment-là sur cette culture-là. Rodolphe Mathieu, lui, au contraire, malgré qu'il soit allé lui aussi à Paris, il y passe 7 ans, comme on le sait, quand il revient ici, lui, il dit plutôt: bon, c'est assez, cette histoire de passé là. Soyons de notre temps. Soyons ici et maintenant. Et le ici et maintenant, pour lui, c'est pas la modernité, la technologie ou, bon, les voitures et tout ça. C'est le paysage, c'est ce qui l'entoure, c'est la nature. Il dit, il n'y a pas de meilleur moyen d'avoir une musique authentique que d'être dans l'ici et maintenant. Et ça va se sentir dans toute son œuvre, d'ailleurs. C'est vraiment particulier. Son ici à lui, pendant une petite partie de sa vie, ça aura été Grondines. Est-ce que le paysage de Grondines a quelque chose de musical? Et surtout, quelle est l'histoire de ce paysage-là? En fait, Grondines, c'est intéressant, tu vois, parce que on est dans un des plus anciens territoires occupés de la vallée du Saint-Laurent. Bon, ça remonte à il y a des milliers d'années avec les populations autochtones, mais ensuite, avec la colonisation, on est dans un terroir qui est utilisé depuis longtemps et pourtant qui est spécialement intact, on va dire. On n'a pas beaucoup touché, on n'est pas trop intervenu dans ce paysage-là. Ce qui fait qu'on est dans quelque chose qui est à la fois très ancien, qui a des racines très profondes, historiques, mais aussi qui demeure très authentique là, par rapport à un paysage qui n'aurait pas été touché. Donc, il y a ça. On sait que Grondines, le nom déjà de Grondines, nous viendrait, semble-t-il, de Samuel de Champlain, qui, en entendant le bruit de l'eau, des battures sur les gros galets qu'il y a le long du fleuve, aurait dit: ah ben tu sais, ça gronde, on va appeler ça Grondines. Donc, quelque chose de musical. Donc, quelque chose de musical. Le bruit du vent dans les feuilles. Hein. On est dans une zone où il y a énormément de toutes sortes de végétaux. Ça crée un bruit. Les oiseaux, tout ça qui crée une sorte de... Bon, on s'entend, ce n'est pas harmonieux, c'est pas nécessairement une musique. Mais Rodolphe Mathieu, lui, va savoir écouter ça et va savoir s'en inspirer de façon à le transposer dans sa musique, qui va être qualifiée d'un peu anarchique parfois par certaines personnes. C'est très inspirant, en fait, cette philosophie-là. Et on se demande pourquoi est-ce que ça n'a pas fonctionné? Pourquoi est-ce que le nom de Rodolphe Mathieu n'est pas aussi connu, peut-être même que le nom de son propre fils, André? Bien, justement, on pourrait, je pense, raccrocher ça à cette posture à contre-courant de son époque. Parce que pour l'époque, Mathieu, bon, d'abord, c'est quelqu'un qui est ouvertement athée, ce qui, dans le Québec du premier tiers du 20e siècle, n'est pas nécessairement une bonne idée si on veut être joué dans diverses salles. Donc, il va être un petit peu mis à part à cause de ça. Mais surtout, dans sa propre musique, il va prendre position dans ses écrits, dans sa musique, dans tout son être, on va dire, contre ce calque-là qu'on a toujours par rapport à la France. Lui, il veut vraiment créer quelque chose. On peut le rapprocher d'un Stravinsky ou d'un Debussy. Hein? On est dans des harmoniques qui sont très inhabituelles pour l'oreille. Et Rodolphe Mathieu, lui, va cultiver ça, au contraire. Au lieu d'essayer de rentrer dans un moule un peu plus classique, lui, il va vraiment explorer toutes sortes de pistes autour de ce qui l'entoure. Et ça va donner lieu à des choses qui, justement, pour l'époque, sont très inhabituelles. Et pour un Canadien français, un Québécois de l'époque,
c'est plus difficile comme ça de se faire accepter dans le grand milieu de la musique. Ah, bien, ça nous rend encore plus heureux de le faire entendre aujourd'hui, ce compositeur-là. Merci beaucoup, Catherine, pour toutes ces informations précieuses. Et nous, après avoir approfondi le compositeur, approfondissons aussi la connaissance de l'interprète Ghislain Dubé. Originaire de Cap-Santé, le pianiste Ghislain Dubé est récipiendaire d'un prix en piano et d'un prix avec grande distinction en musique de chambre du Conservatoire de musique de Québec, où il a étudié avec Gérald Lévesque et Darren Lowe. Entré au Conservatoire de musique de Montréal pour un cycle de perfectionnement auprès de l'éminent pianiste André Laplante, il a également étudié à la Kunstuniversität de Berlin avec Pascal Devoyon, en plus de prendre des classes auprès des maîtres Richard Raymond, Jean-Paul Sevilla, Joseph Kallistein, Stephen Hoff, Tom Hurlev et Pascal Roger. Lauréat de la première place lors de la finale nationale du Concours de musique du Canada en 2006 dans la catégorie des moins de 23 ans, Ghislain Dubé se distingue ensuite avec une deuxième place dans la catégorie pianiste virtuose et une première place en musique de chambre lors du Festival du Royaume de Chicoutimi. Aujourd'hui, il est toujours aussi actif sur la scène musicale. En plus de prendre part à de nombreux événements tant comme soliste que comme pianiste accompagnateur, il consacre une partie de son temps à la composition et à l'enseignement du piano. Ghislain, on va avoir la chance aujourd'hui de t'entendre jouer deux préludes de Rodolphe Mathieu. On sait que la démarche artistique de Rodolphe Mathieu est très singulière et ça a eu un impact sur sa musique. C'est une musique quand même assez particulière. Oui, mais c'est de la musique qui est très romantique. Tu sais, on voit qu'il y a eu beaucoup d'influence d'Alexandre Scriabine, un compositeur qui était russe, dans les mêmes temps, vers la fin du 19e siècle. Puis sa musique est tellement romantique qu'on est comme... on n'a pas de tonalité. Puis on est dans un système qui est plus atonal. Il y a beaucoup de chromatisme. On a l'impression d'être un peu sans boussole. T'sais, on est vraiment... on nage dans un univers qui est complètement nouveau. Ouais. Pour l'époque, c'était tellement original. Puis le gars, il a complètement sorti des sentiers battus. Puis moi, je trouve ça original, puis inspirant. Puis pour moi, c'est un honneur d'interpréter ces pièces-là. Et comment c'est pour un interprète d'aborder ce répertoire-là un peu hors piste, un peu original, justement? Bien, d'abord, moi, la première fois que je l'ai lu, j'ai été complètement sous le choc parce que je m'attendais tellement pas à jouer des harmonies aussi poussées. Les résolutions des accords sont pas comme dans le système tonal. C'est ce qui nous donne l'impression d'être un peu perdu, mais je trouve ça tellement inspirant puis tellement enrichissant de jouer ce genre de pièces-là qu'on n'est pas habitué d'entendre. Absolument. Dans ton parcours, tu as eu la chance de toucher aussi à la musique de son fils, André Mathieu. Oui. Comment on peut comparer les deux? André Mathieu est très romantique. Sa musique, je trouve, ressemble un peu à Rachmaninov, un auteur russe. Tandis que Rodolphe Mathieu est plus comme Alban Berg, la musique qui est vraiment atonale, ce que André Mathieu n'avait pas tant suivi, mais... C'est comme anachronique, en fait. Le père est un peu plus avant-gardiste d'un point de vue tonalité que le fils. Oui, exactement. Moi, j'ai l'impression que le compositeur voulait expérimenter puis voulait se sentir libre d'essayer quelque chose de nouveau. Puis ça a été composé en 1912, puis à l'époque, il n'y avait rien qui ressemblait à ça du tout. Mais moi, je trouve ça tellement intéressant qu'un compositeur québécois comme lui ait pu créer quelque chose d'aussi original, puis de libre, puis il expérimentait, puis... Wow, ouais. Ouais, et le résultat de ça, c'est qu'il a affirmé le métier de compositeur au Québec. C'est quand même pas banal. Merci beaucoup, Ghislain. Plaisir. On est vraiment très heureux de pouvoir compter sur ton interprétation de cette musique-là qui circule pas assez. Donc, un grand merci. Bien, merci beaucoup, Nicolas. Ça fait plaisir d'être là.
Avec l'interprétation du pianiste Ghislain Dubé, on n'aurait pas pu espérer meilleure rencontre entre la musique du compositeur Rodolphe Mathieu et du paysage qu'il a défendu et qui l'a inspiré tout au long de sa carrière. On espère sincèrement que ça vous a plu et que ça va intégrer votre paysage sonore à vous, au même titre que le Clos des Roches 24 mois a intégré notre paysage gustatif à nous. Entre-temps, on vous dit à très bientôt pour d'autres topophonies.